Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième partie de mes lectures de l'été, juillet et août. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mes lectures fantasy, science-fiction et fantastique. Alors, vous allez voir, je crois que je n'ai que du bon dans cette... ouais, je n'ai pratiquement que du bon dans cette palle. Je vais commencer peut-être par ce qui m'a le moins plu. Et puis je terminerai par ce que j'ai vraiment adoré comme d'habitude. Donc je commence par... Alors j'ai pas de mauvaise lecture, mais il y a des choses qui m'ont peut-être un petit peu moins... que j'ai peut-être un petit peu moins apprécié. Alors, je commence par In Real Life, Déconnexion de Maïwenn Alix aux éditions Le Livre de Poche, qui est un roman qui s'adresse à partir de 13 ans. Voilà, aux ados, 13, 14, 15... jusqu'à 16 ans je dirais. Voilà. Donc il faut se mettre dans ce contexte-là. Quand on le lit pas en tant qu'adulte, on le lit en tant qu'ado. On est dans un monde, donc on est dans de la science-fiction où on va suivre... comment elle s'appelle? Mince. Ah oui, Lani, qui en fait vit dans un monde idéal. Ils sont tous connectés, alors ils ont tous une puce dans le cerveau. Et en fait, tout le monde est connecté avec tout le monde à un espèce de système qui s'appelle... non, ça marche, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ils sont tous connectés, ils peuvent communiquer sans parler, juste par la pensée. Un peu dans une communauté autonome, en autarcie, où chacun va qu'à ses occupations, qui l'agriculture, qui l'élevage, qui va nettoyer, etc. Tout le monde a son rôle à tenir. Et la spécificité, c'est que la nuit, ils font des rêves virtuels dans lesquels ils peuvent s'échapper sur une plage, moi j'en sais rien, sur une île paradisiaque. Et un jour, en fait, la nuit va être enlevée par des rebelles qui, eux, ne sont pas connectés. Et en fait, elle va ouvrir les yeux sur toute une communauté qui refuse d'être connectée au système, qui refuse cette connexion. Et elle va s'apercevoir qu'on lui a menti toute sa vie. Voilà, donc c'est un premier tome, c'est très jeunesse, c'est très ado, il y a des petites amourettes, voilà. Alors, je trouve que c'est un roman pour découvrir la science-fiction quand on a 13-14 ans qui peut être très bien, c'est très abordable, parce que je pense que les ados vont s'identifier à Lani, vont s'identifier au personnage. Après, c'est pas hyper approfondi. Il y a plein de questions qui restent en suspens. Alors, est-ce que ces questions seront développées dans les autres tomes? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour découvrir la science-fiction, ça peut être un premier pied dans l'étrier, ça peut être pas mal. J'ai lu ensuite L'Insoumise des Highlands, le clan MacLeod de Ava Kroll, aux éditions Cherry Publishing, et je ne sais pas pourquoi je vous le présente ici, parce que ce n'est pas du tout de la SF, du fantastique, c'est de la romance historique. Et je l'ai oublié dans l'autre pile. C'est pas grave, on va faire une parenthèse, je vous le présente ici. C'est parce qu'en fait c'est la couverture, je trouve qu'elle fait un peu fantastique et... tant pis, je vous le présente, ça fera un petit peu le truc qui va pas dans la vidéo, bon c'est pas grave. On est au 15e siècle en Écosse et on va suivre Elizabeth MacDonald qui a été élevée par son oncle parce qu'elle est orpheline. Et un jour son oncle, il veut la marier avec un gros méchant du clan adverse et elle est pas d'accord. Donc elle va s'enfuir, mais dans sa fuite elle entraîne avec elle un jeune homme qui était dans les geôles de son oncle. Ce jeune homme la ramène pour la remercier, la ramène chez lui et il s'avère que c'est le petit frère de Alexander MacLeod qui est le clan rival des MacDonald. Et bien sûr, vous vous doutez bien que Alexander et Elisabeth vont tomber amoureux. Donc on est dans une romance historique, j'avais envie d'essayer la romance historique avec les éditions de Cherry Publishing. C'est fait, je trouve que c'était pas mal. Par contre, le seul problème de ce bouquin, alors c'est à la fois un défaut et à la fois un avantage. L'avantage c'est qu'il est court. Il fait même pas 200 pages, donc vous le bouffez en une journée, c'est très bien pour découvrir la romance. Le défaut, c'est qu'il est court, donc l'univers, moi je voulais un univers historique un petit peu complexe, et l'univers historique n'est pas assez développé à mon goût. Mais c'était vraiment très sympathique de lire cette histoire, et c'est le premier tome, je ne sais pas si les autres tomes sont sortis, mais à voir, je vous conseille d'aller voir le site de Cherry Publishing, parce qu'il est pas mal fait. C'est essentiellement de la romance historique, de la romance fantastique, et il propose des choix éditoriaux qui sont vraiment sympas. Ensuite, alors, j'ai lu Polaris de Philippe Tessier
donc le tome 1 qui s'intitule Point Nemo aux éditions Léa, qui est un premier tome. Je retourne ici dans de la science-fiction. Il s'est passé quelque chose sur la Terre, on ne sait pas quoi. En tout cas, on ne peut plus vivre à la surface de la Terre, on vit sous les océans. On a construit d'immenses cités, d'immenses dômes dans lesquels on vit. Et on va suivre 5 personnages qui sont coincés sur la station Nemo. C'est une station ils ont été envoyés dans cette station au départ pour la démanteler parce qu'elle est vétuste. Ça craque de partout, il y a des courts-circuits, il y a des écoutilles, on se demande si elles vont pas lâcher. Et ces 5 personnages, ils auraient dû partir pour une mission de 10 mois, ça fait 2 ans qu'ils sont coincés dans cette station, située dans les océans. Et le problème de cette station, c'est que si on ne peut pas envoyer de messages radio parce qu'il y a des perturbations électroniques, donc il faut sortir avec un scaphandrier assez loin de la station pour pouvoir envoyer un message. On a déjà envoyé des sous-marins qui ne sont jamais revenus pour dire que fallait peut-être venir les chercher, les 5 cocos qui sont coincés là-dedans. Et un jour, vous avez le commandant qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui se décide à aller chercher du secours. Et en cours de mission, il tombe sur un sous-marin qui est accidenté, il le ramène. Il s'avère que dans ce sous-marin, il y a des espèces de pirates qui ont dérobé quelque chose et ils ont en gros la moitié de la galaxie sous-marine à leur trousse. C'était pas mal, c'est assez angoissant parce qu'en fait c'est un huis clos, on est dans cette station qui menace de s'écrouler d'un moment à un autre, donc ça c'est assez flippant. Alors après, le défaut c'est que a priori, de ce que j'ai compris, c'est adapté d'un jeu. Un jeu de rôle ou un jeu vidéo, j'ai pas très bien compris. Et donc en fait, en gros, si vous avez déjà joué à ce jeu, c'est mieux parce que vous êtes vraiment plongé, vous retrouvez des choses que vous avez dans le jeu de rôle, forcément. Mais j'ai bien aimé, j'aurais voulu quand même que les personnages soient un peu plus développés. Après, je crois que c'est une trilogie, donc c'est un premier tome. Je me dis que dans les autres tomes, peut-être que les personnages seront davantage développés, peut-être que l'univers, parce qu'en fait on nous balance dans cet univers et on nous explique pas grand chose. Peut-être qu'on nous dira plein de choses sur cet univers, parce que j'aurais bien voulu savoir pourquoi la Terre en est réduite à ça, pourquoi est-ce que les humains en sont réduits à vivre sous les océans. Voilà, il manque encore pas mal de réponses à mes questions, mais c'était une lecture assez sympa. Ensuite j'ai lu, je vais continuer dans le thème la mer avec Nomon, le tome 2 de Nick Harkaway aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un tome 2. J'ai fait cette lecture avec Dorian, donc Monsieur Cabric, la chaîne Monsieur Cabric. On a beaucoup aimé, mais alors, faut quand même s'accrocher, hein, c'est hard. Là pour le coup c'est de la science-fiction, si vous aviez vu ma chronique du tome 1, philosophique. C'est de la science-fiction quand même très complexe. Et on termine en beauté avec une fin à laquelle on ne s'attendait pas. On suit toujours, donc pour vous la faire rapide, on suit, comment est-ce qu'elle s'appelle? Voilà, Mielikinette qui est inspectrice pour le système, pour le témoin, fidèle au système, et qui est chargée d'une enquête. Lors d'un interrogatoire, une femme qui s'appelle Diana Hunter est décédée. Et en fait, Mieliki, par le biais de connexion, va pouvoir pénétrer l'esprit de Diana Hunter pour savoir pourquoi elle est décédée, et elle s'aperçoit qu'elle dissimulait quelque chose, elle dissimulait un secret. Sauf qu'en fait ce secret est dissimulé sous des strates de souvenirs de personnages complètement improbables, par exemple un banquier grec, un artiste éthiopien, une alchimiste, je crois qu'elle est égyptienne. Et donc en fait on va avoir des chapitres qui alternent entre l'inspectrice Mielikinette, Niet, je sais plus comment on dit, Nice, et les souvenirs des personnages qui parfois n'ont rien à voir avec la tambouille. Bref, mais rassurez-vous, à la fin il y a une explication qui, avec Dorian on a quand même cherché, hein, c'est pas évident, hein. Moi je suis allée voir sur des sites, etc. parce que c'est vraiment d'une complexité folle. En plus ça soulève plein de questionnements philosophiques. C'était hyper intéressant à lire. Je vous renvoie également à la vidéo où je parle du tome 1, je vais pas m'appesantir sur ce tome 2, sinon vous dire que c'était à la hauteur du tome 1. En fait je pense qu'il a écrit en fait un énorme roman qui a été divisé en deux tomes à mon avis, et que cette fin elle est incroyable, elle vous retourne le cerveau, c'est une fin à la Matrix, c'est une fin à la Minority Report, à la Blade Runner, vous voyez ce genre de choses, c'était vraiment super bien.
Ensuite, j'ai lu Gypsy de Stephen Brust et Megan Lindholm, qui est, comme vous le savez, Robin Hobb, aux éditions Nemos, qui est un roman que je qualifierais plutôt de fantastique fantasy, où on va suivre en fait dans la ville de Dakota un flic qui s'appelle Mike. Son coéquipier est parti à la retraite, on lui a flanqué un coéquipier tout jeune avec lequel il ne s'entend pas. Et en fait ils vont enquêter parce qu'on retrouve des gens qui ont été assassinés, et dans le sillage de ces personnes qui ont été assassinées, il y a un mystérieux gitan qu'ils vont appréhender, mais Mike est persuadé que ce gitan n'a rien à voir avec les meurtres, et qu'il s'agit d'une entité beaucoup plus noire et sombre. C'était très étrange cette lecture, il faut s'accrocher, c'est pas évident. C'est une lecture où vous êtes perdu parce que les deux auteurs parlent beaucoup par symbolisme. Les personnages parfois sont représentés par des animaux. Une fois que vous avez compris ça, ça va tout seul. Il y a des chapitres où on nous parle d'une méchante femme, un peu comme une méchante reine dans les contes de fées. Vous voyez un peu le style. On ne voit pas bien ce qu'elle vient faire là au départ, avec des univers parallèles. Mais c'était pas mal dans l'ensemble. Alors je vous avoue que je l'ai lu début juillet. C'est pas hyper frais dans ma tête. Vous pouvez encore une fois aller voir ma critique sur le blog ou sur Instagram. C'est quand même étrange. Ça tient à la fois du symbolisme, du roman noir, du thriller, du roman fantastique, du roman fantasy. C'est voilà, ça a été... En fait c'est une réédition, hein. C'est un roman qui a été écrit dans les années 90. Voilà, on nous dit le fantastique rime avec thriller et magie. C'est de la fantaisie urbaine. C'est étrange. J'ai lu plein d'avis où le bouquin avait été plus ou moins abandonné ou pas compris. Ce que je peux comprendre parce que c'est pas évident. Faut se laisser porter et si vous décidez de lire ce livre, il faut pas essayer de tout comprendre en fait. Voilà, faut se laisser porter par l'histoire. Ensuite, je voulais vous présenter, alors là, ce sont vraiment que des bonnes lectures que je ne peux que vous conseiller les yeux fermés. Je vais commencer par le Sarah J. Maas Crescent City aux éditions de Saxus, que j'ai lu avec Dorian en lecture commune. On s'est régalé malgré les... il fait pas tout à fait 1000 pages, hein. Non, il en fait 950. Le dictionnaire, la brique, voilà. C'était une très très bonne lecture, franchement. On a mis 2 semaines pour le lire parce qu'on se mettait des paliers, en fait, on se lisait 3 ou 5 chapitres par jour. Bon, à la fin, on a un peu accéléré. Mais c'était vraiment bien parce que moi, je m'attendais pas du tout à ce style. Alors là, on est dans de la grosse fantaisie urbaine. On est à Crescent City, une ville dans laquelle les anges côtoient les loups-garous, les fées, les vampires et autres bestioles, satyres, etc. Et on va suivre Bryce, qui est une métisse. Elle est à la fois humaine et fée. Et en fait Bryce, elle mène un peu la belle vie au début du bouquin avec sa complice loup-garou Danica. Elles sortent, elles boivent pas mal, elles fument un peu, elles sortent avec des garçons, etc. Elles couchent un peu à droite à gauche. Jusqu'à la fameuse soirée où il se passe un drame dans la vie de Bryce. Et on va la retrouver 2 ans plus tard. Et vous avez Miché, j'ai beaucoup ri avec ce nom, avec Dorian. Miché, qui est en gros le président, si vous voulez, de la République de cette cité, qui est un archange, et qui va demander d'enquêter, donc il va demander à Bryce d'enquêter sur les meurtres qui se sont produits il y a 2 ans, parce que les meurtres continuent, reviennent. Et a priori, il y aurait un lien avec Bryce. C'est un bouquin qui va à 100 à l'heure. Alors je vous mets en garde, hein. C'est assez vulgaire. Bryce, c'est une fille assez dévergondée, mais ça fonctionne super bien. Elle va se voir affublée d'un enquêteur qui s'appelle Hunter. Ils s'entendent pas du tout, ils se détestent.
J'ai adoré leur répartie, j'ai adoré leur dialogue. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un coup de mou au milieu du bouquin. En même temps, vous me direz, il y a 950 pages, donc voilà. Il y a un coup de mou au milieu du bouquin où la relation Hunter-Bryce prend le dessus sur l'enquête. Et à la fin, ça réaccélère. Mais voilà, si vous avez aimé Nevernight, c'est pas tout à fait dans la même thématique, mais c'est un peu ce style-là, vous aimerez, je pense, le Sarah J. Maas. Il faut juste avoir le courage de se plonger dans cette bricasse énormissime. Ensuite, je vais vous présenter L'hiver du monde de A.J. Riddle. C'est aux éditions Bragelonne, je l'ai lu la semaine passée, donc c'est encore tout frais dans mon esprit, qui est un roman de science-fiction. Ici, on va suivre Emma et James. Alors, Emma, c'est une astronaute. Au moment où le roman débute, elle est dans la station spatiale internationale. Et en fait, il se passe un truc sur Terre. On ne sait pas pourquoi, les glaciers avancent et la Terre subit une ère glaciaire. Toutes les villes commencent à être ensevelies par la glace, par la neige. Et en fait, les seuls endroits où on peut vivre, ce sont des pays comme la Tunisie, qui sont situés en dessous du niveau de la mer. Donc autant vous dire que c'est une vraie hécatombe parmi les milliards d'humains, et que chaque pays essaie de sauver ses fesses. Et donc Emma est envoyée dans la station spatiale pour essayer de savoir déterminer s'il y a quelque chose dans l'espace qui expliquerait cette avancée des glaces subites. Et d'un autre côté, on va suivre James qui est au départ en prison, et on va aller le chercher parce que James, alors il a fait une bêtise, une connerie, on le saura à la fin, mais on le sort de prison, il est contacté par la NASA parce que c'est un scientifique, un ingénieur brillantissime, et on va lui demander d'aller dans l'espace pour essayer de trouver également une solution à cette ère glaciaire. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un truc dans l'espace. Alors, je regarde si dans la quatrième... ouais, si dans la quatrième on vous le dit, en gros il y a un objet dans l'espace qui semblerait bloquer le soleil, le rayonnement solaire vers la Terre. Voilà, c'est passionnant. Parce que j'ai trouvé que A.J. Riddle, là où il est très fort, c'est que à la fois il nous parle de manière scientifique, en nous expliquant plein de choses sur ce qui se passe dans l'espace, que ce soit la préparation d'une mission spatiale ou ce qui se passe à l'intérieur de la station spatiale internationale, et c'est hyper vulgarisé, c'est hyper bien fait et on apprend plein de choses, et franchement à aucun moment on est perdu. Et puis il y a ce mystérieux objet qui semble faire obstacle aux rayons du soleil. Comment s'en débarrasser? Qu'est-ce que c'est? Si ça arrivait, ce qui pourrait être une chose plausible, parce que A.J. Riddle il a fait des recherches, ce serait catastrophique. C'était vraiment passionnant, c'est de la bonne SF. C'est un premier tome, mais ce premier tome se suffit à lui-même, puisque ça se termine en fait. Il y a un retour, alors tout ne se passe pas dans l'espace, il y a un premier temps dans l'espace, puis ils reviennent sur Terre, puis ils retournent dans l'espace. Ça reste assez plausible, assez scientifique, ça part pas dans tous les sens. Et ça fait froid dans le dos de savoir que peut-être qu'un jour, si ça arrivait, ce serait en fait la fin de la Terre, et franchement je vous le recommande parce que c'était une vraiment très 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 bonne lecture. Il m'en reste deux à vous présenter. Je vais rester encore dans la science-fiction avec Émissaire des morts de Adam Troy Castro aux éditions Albin Michel Imaginaire, que j'ai lu, on était 5 à le lire en lecture commune et c'était vraiment super sympa de le lire tous ensemble. C'est le premier tome des enquêtes de Andrea Cort. Andrea Cort, c'est une enquêtrice, une avocate, auprès du procureur, et elle va de planète en planète, donc on parle de galaxies, on parle de planètes, on est vraiment dans la science-fiction, dans du space opéra, et en fait elle est chargée d'enquêter sur des meurtres qui vont se dérouler. Alors elle représente les humains, et elle va intervenir sur des planètes quand il y a soit un meurtre d'humain, ou soit un humain qui a commis un meurtre. Donc c'est un univers d'abord hyper riche, parce qu'on va découvrir des tas d'habitants, de manières de vivre, de coutumes, de planètes, d'extraterrestres. Ça c'est super bien, c'est un univers complexe. Et alors j'ai surtout adoré, mais surkiffé le personnage d'Andrea Cort, qui est une jeune femme qui est solitaire, qui est presque froide, presque sans sentiment, parce qu'en fait quand elle avait 8 ans, elle a assisté à un génocide
sur la planète sur laquelle elle habitait, et ce génocide, elle le porte en elle, elle n'arrive pas à s'en défaire, et le fait d'enquêter sur ces meurtres, c'est un peu pour elle une façon d'expier ce génocide qu'elle porte en elle. Donc le personnage est hyper intéressant, hyper complexe, j'ai vraiment adoré. L'enquête en elle-même, on est sur un huis clos, on va être sur une planète complètement inhospitalière où les personnages en fait vivent sur des sortes de... faut s'imaginer des immenses hamacs, donc à tout moment ils peuvent tomber, où elle va enquêter sur le meurtre de deux femmes qui seraient justement tombées. Elle va enquêter, alors c'est assez délicat parce que d'un côté vous avez les humains, d'un côté vous avez des intelligences artificielles, d'un autre côté vous avez une espèce de peuple extraterrestre, donc elle doit ménager les susceptibilités, mais c'est un personnage qui est infaillible, qui est impartial et qui ne recherche qu'une chose, c'est la vérité. Donc on est dans ce huis clos un peu à la Agatha Christie avec une enquête qui reste très très classique, hein. Mais c'était hyper passionnant d'un point de vue science-fiction au niveau de l'univers qui est bien rendu, complexe. Ça soulève aussi plein de questions théologiques, philosophiques, éthiques à chaque fois. À savoir qu'au début, alors le roman ne commence qu'à la page 350 parce qu'en fait au début du livre il y a 4 nouvelles que vous pouvez lire avant ou après ou pas du tout, comme vous le voulez. Moi je vous conseille quand même de les lire parce que ça permet d'introduire le personnage d'Andrea Corte, on en connaît beaucoup plus sur elle et ça permet d'introduire tout cet univers en fait, tous ces problèmes philosophiques, éthiques qui vont se poser à elle. C'est vraiment passionnant, voilà, je ne peux que vous conseiller et j'ai le 2e tome qui s'appelle La 3e griffe de Dieu, je le regarde parce qu'il est là dans ma palle, qui m'attend et je le lirai incessamment sous peu. Et je vous présente le dernier livre pour lequel j'ai eu vraiment un petit coup de cœur, même un gros coup de cœur parce que c'était une lecture toute mignonne, toute choupie. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, c'est aux éditions de Saxus. J'ai adoré cette lecture, toute douce. C'était vraiment super bien et ça fait du bien de temps en temps d'avoir une petite lecture comme ça. Donc ici on est dans la fantastique, on est dans un monde en fait où on suit Linus Baker qui a une 40aine d'années, un peu bedonnant, célibataire. Et en fait il va... Alors lui son métier c'est d'aller dans les orphelinats et d'enquêter et de dire si à la fin l'orphelinat peut continuer à être orphelinat ou peut être fermé. Et il enquête pour le ministère de la jeunesse magique, puisqu'on est dans un monde de fantasy, certains enfants ont des pouvoirs magiques. Et un jour, on lui demande d'aller enquêter sur l'île de Marsyas, sur un orphelinat qui ne compte que 6 enfants abandonnés. Alors on lui demande à lui, parce que c'est vraiment le bon petit fonctionnaire qui fait pas un pas de côté, qui obéit très bien. Et en fait ces 6 enfants ont tous des particularités que Linus va apprendre à découvrir. Je ne vous en dirai pas plus parce que les 6 enfants sont tous trop mignons. Là-bas il va tomber sur le directeur de l'établissement qui s'appelle... je sais plus. Oh, c'est fou d'avoir des trous de mémoire comme ça sur les prénoms. Je me souviens plus comment il s'appelle. Bref, c'était vraiment super bien. C'est une ode à la tolérance, une ode à l'ouverture d'esprit, comment s'accepter tel que l'on est, comment est-ce qu'on peut aimer différemment des enfants qui ne sont pas ses propres enfants, comment on peut aimer, parce que ça parle aussi beaucoup, Linus Baker est ouvertement gay, donc ça parle d'homosexualité, comment accepter son homosexualité, comment la vivre. C'était vraiment bien. On est bien, les gamins sont... J'ai adoré les 6 enfants, j'ai adoré la manière dont c'est écrit, c'est super bien écrit, c'est très drôle, franchement il y a plusieurs fois où je me suis marrée parce qu'il écrit vraiment très très bien, T.J. Klune, et c'est très bien traduit. Je ne peux que vous conseiller, j'ai retrouvé le nom du directeur, c'est Arthur, voilà. Je ne peux que vous conseiller ce bouquin qui ne peut que vous faire du bien au moral. Voilà, c'en est tout pour mes lectures du mois de juillet, du mois d'août, alors pas tout à fait parce que je suis en train de terminer le tome 2 de Ça, de Stephen King, et un roman de la rentrée littéraire, mais je vous ferai ce point lecture au mois de septembre. Je pense que ma prochaine vidéo sera un book haul
Je sais pas comment je vais l'organiser tellement j'ai acheté et... Alors j'ai pas trop reçu de bouquins, mais j'ai acheté et c'est fin juin, juillet, août mon book haul. Et le mois d'août n'est pas terminé. Donc je vais essayer de vous tourner ça peut-être début de semaine prochaine, parce que là ça va vous faire 2 vidéos, c'est déjà bien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en me disant si vous avez aimé les bouquins que je vous ai présentés, pas aimé, ou si ça vous a donné envie de les lire ou bien pas du tout. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Carolivre, c'est tout simple. Je vous souhaite en tout cas de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. À bientôt, ciao.